Bonjour, bienvenue à Brangue pour cette édition des Rencontres de Brangue consacrée au théâtre d'art. Après La Seine et le Monde l'année dernière, cette année, il s'agit d'un parcours consacré à certains des poètes fondateurs de l'aventure poétique du XXe siècle, Claudel, Rimbaud, Mallarmé, Maeterlinck, et la question du théâtre d'art qui va nous conduire jusqu'à dimanche. Ces rencontres s'ouvrent avec un dialogue davantage qu'une correspondance Claudel-Mallarmé, et elle peut à tous égards se comparer, ou plutôt s'opposer à la conversation qu'il y avait entre Jean-Louis Barrault et Paul Claudel l'année dernière. L'année dernière, si vous vous en souvenez, c'était un auteur et son metteur en scène attitré, avec un demi-siècle d'écart, qui conversaient avec un enjeu commun, la création à la scène du théâtre de Paul Claudel, une véritable fraternité qui s'était construite dans l'œuvre en commune. Ici, eh bien, ce sont deux poètes avec à peine une dizaine d'années d'écart, plutôt qu'un rapport paternel, un rapport d'admiration inaugurale, fraternelle, et qui rapidement va mener à des divergences profondes. Et c'est l'examen de ces divergences qui m'a paru intéressant. Si on constate également en termes de volume, la correspondance Barrault-Claudel occupe 300 pages, voici exactement la taille de la correspondance entre Mallarmé et Paul Claudel. C'est-à-dire, je veux dire ces pages-là, c'est-à-dire trois lettres de Paul Claudel, pardon, 3 lettres de Mallarmé, une qui salue Tête d'Or, une autre qui salue la ville, et puis une qui évoque le sacre de Mallarmé comme prince des poètes, et 7 lettres de Claudel, évoquant essentiellement la Chine et saluant l'œuvre de Mallarmé. C'est-à-dire que pour une grande partie de leur correspondance, ils ne parlent pas de la même chose, peu, même s'ils se saluent, et c'est un écart qui se creuse. Et cet écart se creuse notamment à partir d'une question qui n'est pas développée dans leur correspondance, sauf une remarque de Claudel, qui est la question de Rimbaud. Et donc, c'est ici un montage que je vous convie. 10% à peu près correspond à la correspondance de Claudel. Les 90% restants sont en fait un montage à travers l'œuvre de Claudel et de Mallarmé, des correspondances, des textes divers, il y a à peu près une centaine de textes. Et il s'agit d'un dialogue entre ces deux chasseurs d'absolu et un examen de leur progressive divergence, notamment à partir de la question de Rimbaud et de l'importance qu'a eu Rimbaud dans l'histoire poétique. On va le voir, pour Claudel, Mallarmé représente la fin d'un cycle, la fin du XIXe siècle, et c'est Rimbaud qui véritablement inaugure un geste. Donc il y a 4 moments dans ce parcours. Un premier temps intitulé « Partage », qui constitue un moment d'admiration réciproque et d'échange de textes. Un deuxième temps, qui est à la fois chronologique et thématique, qui s'appelle « Exil », le moment où Claudel est en Chine et où l'écart est constaté toujours dans un respect, un écart également avec la question de la traduction. Le troisième temps, combat, porte sur la question de Rimbaud, et là je vous propose un agone, c'est-à-dire vraiment un combat à la grecque entre Claudel et Mallarmé, avec 2 moments consécutifs massifs, et puis un échange de passes d'armes entre les deux poètes. Et puis le 4e temps, tombeau, c'est le moment où l'écart s'est creusé, et il s'est creusé à différents écarts sur la question de la théorie, sur la question spirituelle, et sur ce que Mallarmé, sur ce que Claudel considère comme une catastrophe, c'est-à-dire la catastrophe d'Iguitour. Et enfin, une forme d'hommage réel et ambivalent. Voilà ce parcours, je me suis permis de vous décrire parce qu'il est totalement construit, et j'espère que ça nous permettra d'entendre les voix de ces 2 chasseurs d'absolu qui seront lus par Philippe Aurier-Genoux pour Stéphane Mallarmé et Xavier Legrand pour Paul Claudel. Ils ont inversé leur place puisque Claudel se trouve toujours à Jardin, et l'esprit de Rimbaud est avec nous puisque Philippe Aurier-Genoux s'est fait opérer de la jambe, et donc ça figure, cette présence rimbaldienne sur le plateau. Ce n'est pas un artifice de mise en scène, c'est un hasard objectif. Je vais me contenter de passer la balle. Prologue, consécration. 29 janvier 1896. Monsieur Mallarmé, vous voici donc à cette heure élu prince des poètes. Quelle impression vous a causé cette élévation au trône poétique, laissé vacant par la mort de Paul Verlaine? J'en demeure un peu interloqué. La vague énorme de cet événement me submerge. On parle décidément beaucoup trop de moi, qui vis cependant si rigoureusement à l'écart. Un poète est un monsieur
qui trace des signes sur du papier dans son petit coin et qui ne sollicite en vérité que l'approbation de quelques personnes qui sont ses amis. Tout l'homme littéraire se passe en silence et muet. Et en aucun cas, la situation d'un poète ne peut, à un moment donné, devenir une affaire publique, enfin une affaire d'actualité. Premier mouvement, partage. 1. Don du poème. Ma fréquentation de Mallarmé date de 1887. J'étais à ce moment-là sous l'impression du mouvement anarchiste. Je trouvais dans l'anarchie un geste presque instinctif contre ce monde congestionné, étouffant qui était tout autour de nous. Le geste du noyé qui cherche de l'air, jetant des bombes au hasard, sans presque savoir où. J'allais chez Mallarmé, mon Dieu, à ce moment-là, une fois par mois. Et là, je rencontrais tout ce petit groupe de jeunes gens qui l'entouraient. Régnier, Dujardin, René Guil, enfin, tout ce petit groupe qui a constitué ce qu'on a appelé le groupe symboliste décadent. Plus les amis de Mallarmé comme Villiers de l'Isle-Adam. Tous ces amis de Mallarmé, et j'en ai gardé un très bon souvenir. Mais je n'ai jamais fréquenté ni Régnier, ni les jeunes gens qui l'entouraient et qui écrivaient à ce moment dans des petites revues comme Écrit pour l'art. J'avais pour Mallarmé l'admiration d'un rustre, d'un ignorant et maladroit en face d'un prodigieux virtuose. J'étais là comme deux ronds de flanc, si je puis dire, pour l'écouter parler et s'exprimer d'une façon aussi élégante et distinguée qu'il le faisait. Et j'étais dans l'admiration, comme un petit bonhomme qui fait ses gammes et qui entend un virtuose. J'étais complètement saisi d'admiration. Mais l'admiration ou l'envie de faire la même chose sont deux choses complètement différentes. Mallarmé était la fleur suprême de Paris, le résumé exquis d'une race urbaine et d'une société courtoise, en qui de tout ne passe que l'esprit. Mallarmé, qui était tout le passé, fut aussi l'avenir. Mais déjà, à ce moment-là, le Mallarmé que je trouvais devant moi était un Mallarmé qui avait trouvé sa voie, qui était en somme pacifié dans l'acceptation d'une destinée, humainement parlant, médiocre. Le Mallarmé qui m'avait touché et qui m'avait porté à écrire, c'était le Mallarmé des premiers vers. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe, ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer, balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus, sans mât, ni fertiles îlots. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. 2. Échange. Les premiers poèmes que j'ai envoyés à Mallarmé sont Le sombre mai et Chansons d'automne. Des extraits, disons, des fragments épiques sans grande valeur, mais que Mallarmé, avec sa grande indulgence, avait bien voulu approuver. Depuis, je les ai détruits parce que je n'y ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. Je n'ai qu'un regret, c'est celui de ne pas avoir assez détruit.
Quand je relis mes premières œuvres, je me dis, comment ai-je pu garder tout cela? J'aurais dû en détruire beaucoup plus. Comment ai-je pu donner le jour sans frissonner à de pareilles extravagances? Tête d'or. Paris, 5 janvier 1891. Cher ami, vous pardonnez à mon retard. Ces absurdes fêtes où l'heure à soi n'existe plus, mais j'ai pu rouvrir le livre après l'enfouissement premier en esprit et le revoir tel, humain, énorme. Le théâtre, certes, est en vous. Un développement du geste des héros accompagne mystérieux ce rythme d'instinct si vrai par vous trouvé moral autant que d'oreille, lequel commande l'imaginaire spectacle. L'autorité de vos personnages me hante, particulièrement à travers le drame opiniâtre et sérieux et simple, où tout porte absolument votre marque. Mon cher Claudel, je vous sais. Vous devinez. Votre main. L'illusion de rêve que je poursuivais alors par des moyens littéraires ne m'échappe plus. Mes tiroirs sont pleins de papier et j'écris encore. Mais je prévois que peu de temps consommera pour moi le silence. Les dons épars d'imagination et de sensibilité qui m'ont été départis se résorbent de plus en plus dans une certaine faculté d'attention. Paris, mars 1893. Mon cher Claudel, pas une page sans la surprise de paroles inédites et que profère la bouche humaine en une farouche, splendide nudité. Ces merveilles se groupent, puis roulent en chœur prodigieux dans le drame. J'admire comme cela sourd et force du jet. Le lieu théâtre, insuffisant à la tragédie de vie que la musique et les lettres seules expriment avec son mystère. Vous êtes un de ceux qui l'auront superbement transposé en le livre, notamment par La Ville. Merci, très cher Claudel, votre ami. Dimanche 31, boulevard Port-Royal. Cher monsieur Mallarmé, si vous avez l'intention d'entendre la messe en ré dimanche prochain, comme j'ai moi-même l'intention de l'entendre de nouveau, je me mettrai à votre disposition avec un extrême plaisir. Agréez l'assurance de mon profond respect. Post-scriptum. Quel était votre idéal à 20 ans? Mon idéal à 20 ans. Rien d'improbable que je l'ai fébrilement exprimé, puisque l'acte par moi choisi a été d'écrire. Enfin, j'ajouterais, selon votre souhait, en vue de proférer quelque chose, que suffisamment je me fus fidèle pour que ma vie humble gardât un sens. Heureuse ou vaine, ma volonté survit intacte. Veuillez, monsieur, agréer... 3. Vouloir dire. Mallarmé possédait des qualités que je n'ai pas. C'était un homme extrêmement distingué, un causeur brillant avec une manière de s'exprimer tout à fait charmante. Bon, tout cela, dans le fond, n'a pas influencé énormément sur moi. Mais il y a une parole qui, au contraire, a profondément marqué mon intelligence et qui est à peu près le seul enseignement que j'ai reçu de lui. Mais c'est un enseignement capital. Je me rappelle toujours un certain soir où Mallarmé, à propos des naturalistes, de Loti ou Zola ou de Goncourt, disait... Tous ces gens-là, après tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils brossent des narrations de ce qu'on sait. Ils décrivent le Trocadéro, les balles, le Japon, enfin, tout ce que vous voudrez. Mais tout cela, ce sont des devoirs français. C'est intéressant de voir cette remarque dans la bouche d'un homme qui était devenu professeur. Il était professeur d'anglais. Son esprit allait non pas des choses aux mots, mais des mots aux choses. Il croyait à la valeur première et incantatoire du langage. Et alors, c'est là où la remarque est importante. À moi, il m'a dit... Ce que j'apporte dans la littérature, c'est que je ne me place pas devant un spectacle en me disant « qu'est-ce que c'est ?» en essayant de le décrire du mieux que je peux, mais en disant « qu'est-ce que cela veut dire ?» Depuis, dans la vie, je me suis toujours placé devant une chose, non pas en essayant de la décrire telle qu'elle,
par l'impression qu'elle faisait sur mes sens ou sur mes dispositions momentanées, mes dispositions sentimentales, mais en essayant de la comprendre, de savoir ce qu'elle veut dire. Ce mot « veut dire » est extrêmement profond en français, parce que « veut dire », cela exprime une certaine volonté. Les choses veulent autre chose, elles ont un sens, une signification. L'enfantillage de la littérature jusqu'ici a été de croire que de choisir un certain nombre de pierres précieuses et en mettre les noms sur le papier, même très bien, c'est faire des pierres précieuses. Eh bien non. La poésie, consistant à créer, il faut prendre dans l'âme humaine des états, des lueurs d'une pureté si absolue que, bien chanté et bien mis en lumière, cela constitue en effet les joyaux de l'homme. Là, il y a symbole, il y a création, et le mot poésie a ici son sens. C'est en somme la seule création humaine possible. Jusqu'à Mallarmé, pendant tout un siècle, depuis Balzac, la littérature avait vécu d'inventaire et de description. Flaubert, Zola, Loti, Huysmans. Mallarmé est le premier qui se soit placé devant l'extérieur, non pas comme devant un spectacle ou comme un thème à devoir français, mais comme devant un texte, avec cette question. Qu'est-ce que cela veut dire ? Me voici résolument à l'œuvre, avec terreur, car j'invente une langue qui doit nécessairement jaillir d'une poétique très nouvelle, que je pourrais définir en 2 mots. Peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit. Le vers ne doit donc pas, là, se composer de mots, mais d'intentions, et toutes les paroles s'effacer devant la sensation. Mon vers fait mal par instant et blesse comme du fer. Toute connaissance est une naissance. Nous ne cessons pas de co-naître au monde. Au fond, c'est la grande leçon que m'a donnée Mallarmé, à peu près la seule que j'ai retenue de son enseignement. L'écrivain n'est pas seulement fait pour constater ou pour décrire, il est là pour essayer de comprendre. 4. La musique et les lettres. Il faut avouer qu'il y a peu de vocations aussi embrouillées que la mienne, puisqu'à la fois j'avais une carrière diplomatique, un avenir de poète et un avenir religieux. Ma vie était partagée entre des intérêts différents, mais dire que je me sentais malheureux parce que je ne pouvais pas faire de la littérature du matin au soir, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Je sais que Mallarmé se trouvait très malheureux parce qu'il était professeur d'anglais, mais moi je n'ai jamais eu ce sentiment. Mon métier m'intéressait et j'étais parfaitement satisfait de le poursuivre. Boston, 1894. Un disparu présente ses souhaits à M. Mallarmé, qui a l'espérance de le revoir dans quelques semaines, avant de repartir plus loin. Paul Claudel, vice-consul de France. Cambridge, 2 mars 1895. La musique et les lettres. Les poètes seuls ont le droit de parler parce qu'avant coup, ils savent. Je fais de la musique et appelle ainsi non celle qu'on peut tirer du rapprochement euphonique des mots, mais l'au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole. Vraiment, entre les lignes et au-dessus du regard, cela se passe, en toute pureté. C'est la même chose que l'orchestre, sauf que littérairement ou silencieusement. Oui, mon cher poète, il faut, pour concevoir la littérature, et qu'elle ait une raison, aboutir à cette haute symphonie que nul ne fera peut-être. La qualité du silence est précieuse. Le vers, aux occasions, fulmine, rareté. Je sais que la musique cache une ambition, la même. Donc je pose cette conclusion. La musique et les lettres sont la face alternative, ici élargie vers l'obscur, scintillante là, avec certitude, d'un phénomène, le seul. Je l'appelle l'idée.
un feu d'artifice, à la hauteur et à l'exemple de la pensée épanouie, la réjouissance idéale. Villeneuve-sur-Fer, 25 mars 1895. Cher monsieur, je ne veux pas tarder davantage à vous remercier du plaisir que m'a causé votre livre, La musique et les lettres. Le voisinage de cette folle qui ne sait ce qu'elle dit a été pour tant d'écrivains d'aujourd'hui si pernicieux qu'il est agréable de voir quelqu'un, au nom de la parole articulée, lui fixer sa limite avec autorité. Si la musique et la poésie sont en effet identiques dans leur principe, qui est le même besoin d'un bruit intérieur à proférer, et dans leur fin, qui est la représentation d'un état de félicité fictif, le poète affirme et explique là où l'autre va, comme quelqu'un qui cherche, criant. L'un jouit et l'autre possède, sa prérogative étant de donner à toute chose un nom. Nul esprit plus que vous n'était fondé à revendiquer le haut droit des lettres dans lesquelles vous êtes la magistrature, l'intelligence. Celle-ci, en effet, a des oreilles non moins exigeantes que celles qui se dressent de chaque côté de notre tête, et c'est pour elle que la lecture de votre livre est une joie. Il n'est pas, à ce point de vue, du rapport des sens et d'une certaine logique géniale, de style qui soit plus intéressant à étudier que le vôtre, et qui soit le sujet de plus d'étonnement, surtout pour un esprit comme le mien, resté provincial et pâteau. Là me semble l'origine du proverbe de votre obscurité, qui est non le vague, mais la précision extrême et l'élégance d'un esprit à de hauts jeux. Laissez-moi vous remercier encore de ce livre et me féliciter de la fortune que j'ai eue de rencontrer au début de ma carrière littéraire votre conversation, votre exemple et votre amitié. Croyez-moi vôtre respectueusement. Deuxième mouvement, exil. 5. L'exil et le royaume. Mon bon ami, nous mettons des siècles entre nous. Certes, il est un pays où nous devons nous rencontrer bien souvent, mais enfin, comme nos deux rêveries peuvent se traverser réciproquement sans que leur diaphanité subisse un léger frisson, paraît-il, eh bien, recourons à l'écritoire. Mais aussi, pourquoi n'êtes-vous pas ici? Il ne peut y avoir entre nous deux, qu'un langage, celui de demi-mots échangés parmi des silences, et qui nous permettent de voir où nous en sommes. Shanghai, 24 décembre 1895. Cher monsieur, lointain, inexistant, j'abuse cependant de la circonstance d'une année qui finit pour vous féliciter de celle qui va commencer, vaste et vierge. Une année toute neuve, c'est comme une vie toute neuve. Cela me donnait envie autrefois d'aller me faire couper les cheveux. Ou, ayant fermé mon appartement à double tour, d'en glisser mystérieusement la clé dans la poche de quelque par-dessus, dépouille inconnue suspendue au crochet du premier café venu. C'est ce que faisait Thomas de Quincey. Il avait 3 ou 4 appartements qu'il avait abandonnés. Cela n'explique pas pourquoi je me permets de vous ennuyer, mais j'ai toujours eu une vive sympathie pour vous, et nous sommes tous deux tellement loin des gens. Vous par les distances que crée votre présence même, et moi par la distance pure et simple, que cela constitue entre nous une espèce de rapprochement. J'ai lu 2 de vos variations. Je m'en suis profondément délecté. Je ne puis comprendre cette accusation d'obscurité que vous lancent des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent et ne comprennent pas le besoin et le délicieux plaisir de s'exprimer avec exactitude et précision. 2 février, toast à mes jeunes amis. Messieurs, aux chers visages, sans phrase, je vous remercie ému. Tout ce que je dirais flotte ici d'avoir maintenant, par une inversion spirituelle et jeune, fait de moi l'invité si vous passez les hôtes.
oui, et rassembler avec votre nombre dans ce mardi ma joie de soirs successifs de mainte année. Vous avez même convié d'illustres camarades, vos aînés, pensant que sans eux, pour leur ami, rien de bon, merci de l'attention. Afin que tout y soit, voulez-vous, cet honneur me revient que je prononce des noms, ceux d'absents lointains, sentis, proches, comme Whistler, puis de Verhaeren, Metterlinck, Charles Maurice, Pierre-Louis, et aussi bien en Chine, du présent, Paul Claudel. Je bois au bonheur de chacun. Cher monsieur, la Chine est un pays ancien, vertigineux, inextricable. J'y vis et je m'y plais. La ville n'y a pas été atteinte par le mal moderne de l'esprit. Elle pullule, touffue, naïve, désordonnée des profondes ressources de l'instinct et de la tradition. J'ai la civilisation moderne en horreur, et je m'y suis toujours senti étranger. Ici, au contraire, tout paraît naturel et normal. Je prendrai la liberté de vous envoyer un sceau portant votre nom en vieux caractères chinois. Je vous prie de faire mes amitiés à tous les collègues en littérature que j'ai pu rencontrer chez vous. Bien peu, je pense, se souviennent de moi. Croyez-moi votre bien dévoué. Paris, le 18 février 1896. Cher Claudel, je vais proférer un blasphème en disant que je ne sais si je prise davantage l'espace apporté par votre lettre ou l'amitié. Il faut que je sois bien là d'ici, puisque, vous savez, comme premièrement et avant tout, j'ai du goût pour vous. Seulement, vous êtes à féliciter de ne pas exister à Paris ou à ma place, mon cher ami. Il n'y a pas moyen d'échapper à la foule, et si on le tente, elle nous tire de notre coin pour nous rendre plus absurdes que ses serviteurs immédiats, et faire du retiré un bouffon. Vous verrez qu'on m'a promu prince des poètes. Alors les journaux m'attachent une queue de cerf-volant avec laquelle je me sauve dans les rues sans autre moyen de me dissimuler que de rejoindre le cortège du bœuf gras. Des nuages. 9 juillet 1897. Cher monsieur, est-ce la peine de dater de si haut une lettre qui sera probablement si plate? La Chine devient le seul pays où un individu décent peut vivre sans souffrance. J'aime beaucoup ces villes chinoises pleines d'un tohu-bohu de choses et de gens en or. Le fond de la mer ne saurait être plus amusant. J'ai trouvé dans le peuple chinois, avec sa salubre horreur de tout changement, un peuple selon mon cœur. Aussi ai-je ouvert sous le titre de « Connaissance de l'Est » un carton où je mets mes papiers sur la Chine, notes ou poèmes. Je serais heureux que vous les lussiez. Quelle impression de mort et de cendre l'on ressent quand les premières fumées de la colonne de vapeur qui monte de là-dessous, de la terre humide et humaine, viennent vous mouiller le visage. Être un masque malgré soi, Claudel, quand on n'aime que l'oubli, excepté le vôtre. Vous me manquez aussi parce que vous auriez une façon de hausser les épaules furieusement, là, sur le petit canapé, des mardis, laquelle me réconforterait intimement. Mais tout cela pour peindre Paris, cher ami, que vous ne regrettiez pas. Vous êtes des forts à qui convient de respirer un air solitaire. Adieu, cher ami. Je vous presse la main de tout mon sentiment. Me chagrine que nous soyons séparés infranchissablement et par je ne sais quelle confusion, d'autre part, me figure qu'au moment de ma fuite, au printemps, vers la nature, je vous retrouverai par là. L'exil où je suis entré me suit. Toute ma vie, j'ai essayé de vivre en avant. Dans un wagon, il y a la banquette avant et la banquette arrière.
Il y a des gens qui regardent le passé qui s'éloigne, d'autres qui regardent le futur qui arrive. Eh bien, j'ai changé de banquette. De la banquette arrière, je suis passé à la banquette avant. Long l'exil, longue fut la route jusqu'ici. Je suis tout seul. Je n'ai plus de pays, plus de famille. Je suis dans l'abandon le plus complet et l'avenir est incertain. Je suis dans un milieu complètement différent et un avenir redoutable pour moi m'attend. En même temps que le passé sombre derrière moi. 6. Traduction théâtrale. Cher monsieur, je me permets de vous envoyer par ce courrier une traduction d'Agamemnon d'Échille que j'ai fabriquée aux États-Unis et que j'ai fait imprimer cet été par des typographes chinois. Cela est gauche et hérissé, mais je l'espère probablement exact. En tout cas, juste, poétiquement. J'ose dire que c'est la première traduction décente en français, celle de Le Comte de Lille ne méritant même pas d'être mentionnée. Cher ami, le théâtre est la confrontation du rêve à la foule et à la divulgation du livre, qui y puise son origine et s'y restitue. Je crois qu'il demeurera la grande fête humaine, et ce qui agonise est sa contrefaçon et son mésusage. Dois-je écrire, quelque naïveté qu'il y ait dans cet aveu, que l'appréciation si flatteuse que vous faites de ma traduction de l'Agamemnon m'a été fort sensible? Le labeur d'un interprète religieux n'a donc pas été vain, puisqu'au travers de la version subsiste quelque chose du souffle, sinon du verbe échiléen. Si je me trompe, il m'est agréable de ne rien savoir, mais il m'a semblé que l'ouvrage avait fait quelque impression sur vous, et cela suffit à la gloire que j'en attendais. Le théâtre institue des personnages agissants et en relief précisément pour qu'ils négligent la métaphysique, comme l'acteur omet la présence du lustre. Ils ne prieront vers rien hors d'eux que par le cri élémentaire et obscur de la passion. Sans cette règle, on arriverait, au travers des clercs de la scolastique ou par l'analyse, à dénommer l'absolu. À quoi bon le décor s'il ne maintient l'image? Le traducteur humain n'a poétiquement qu'à subir et à rendre cette hantise. 7. Hommage. Ankeou, 26 juillet 1897. Cher monsieur, Albert Moquel vient de m'envoyer une magnifique feuille de papier à votre filigrane, dont il me prie de compléter d'une poésie la contribution à l'hommage ou tribut que vous rendent 24 jeunes gens d'un talent plus ou moins mûri à votre inoubliable entretien. Ah oui, Achille de la Roche, Édouard Dujardin, André Fontenas, Stéphane Georg, André Gide, André Ferdinand Hérold, Gustave Kahn, Charles Van Lerberg, Maurice Maeterlinck, Camille Mauclair, Paul et Victoire Marguerite, Stuart Mill, Charles Maurice, Henri de Régnier, Georges Rodenbach, Albert Saint-Paul, Robert de Souza, Paul Valéry, Émile Verhaeren, Francis Vielle-Griffin, Albert Moquel et Paul Claudel. J'ai été particulièrement touché que vous n'ayez pas voulu que le mien fût omis entre ces noms fidèles. C'est pourquoi je vous renvoie, inclus au sein d'un tube pharmaceutique, le précieux vélin dûment contaminé d'un incontestable sonnet. Si mauvais qu'il soit, il faut que votre nom ait une vertu spécifique pour avoir pu l'arracher au sol barbare de mon imagination, et je vous demande le bénéfice de votre amicale indulgence. Celui-là seul saura sourire s'il a plu à la muse elle-même, institutrice et mère, de former, lui ouvrant la lettre et la grammaire, sa lèvre au vers exact et au mot absolu. La sécurité de l'office qu'il ait lu rit que rien d'éternel comme rien d'éphémère n'échappe à la mesure adéquate et sommaire de la voix qui finit ou le verbe conclut. Gardien pur d'un or fixe où la bois vague insulte, si hommage rustique
et témoignage occulte, ma main cherche quoi prendre au sol pour son armée. Je choisis de casser la branche militaire dont la feuille à la tempe honore Mallarmé. Amer le triomphe et verte le mystère. De Paul Claudel. Troisième mouvement, combat. 8. Le cas Rimbaud. Mallarmé m'apprenait à comprendre, ou plutôt à questionner. Mais Rimbaud m'a appris à imaginer. Les illuminations ont été pour moi un événement considérable, une véritable révélation, un changement total de vie. Le combat spirituel plus sauvage que la bataille d'hommes. Dans Tête d'or, la position qui se trouve en Simon Agnel, c'est celle de Rimbaud à la fin de la saison en enfer. Tête d'or ne veut pas être vaincu, pas plus que moi je ne voulais non plus être vaincu. Il s'agit de ne pas être ce que j'ai vu être ce malheureux Verlaine ou Villiers de l'Isle-Adam que j'avais rencontré chez Mallarmé, c'est-à-dire un vaincu. Je veux être un vainqueur. De là, la protestation que j'ai envoyée à Mallarmé contre le jugement absurde qu'il portait sur Rimbaud. J'imagine qu'une de ces soirées de mardi rares, où vous me fîtes l'honneur chez moi d'ouïr mes amis converser, le nom soudainement d'Arthur Rimbaud se soit bercé à la fumée de plusieurs cigarettes, installant pour votre curiosité du vague. Quel le personnage, questionnez-vous, tout, certes, aurait existé sans ce passant considérable. Cher monsieur, je me propose, pour moi, de vous écrire à mon aise de certains sujets qui me tiennent à cœur, comme catholicisme ou Arthur Rimbaud, envers qui vous me semblez injuste. Depuis le coup de foudre initial des illuminations, je puis dire que je dois à Rimbaud tout ce que je suis intellectuellement et moralement. Et il y a eu, je crois, peu d'exemples d'un si intime hymen de deux esprits. Son influence maintenant encore persiste sur moi. J'ai à cœur de m'expliquer sur cet illustre passant. 9. Agone. Arthur Rimbaud. Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai vu. Une fois, dans un des repas littéraires, en hâte, groupés à l'issue de la guerre, le dîner des vilains bonshommes, certes, par antiphrase, en raison du portrait qu'aux convives dédie Verlaine. L'homme était grand, bien bâti, presque athlétique, un visage parfaitement ovale d'ange en exil, avec des cheveux châtain clair, mal en ordre, et des yeux d'un bleu pâle, inquiétant. Avec je ne sais quoi fièrement poussé ou mauvaisement de fille du peuple, j'ajoute de son état blanchisseuse, à cause de vastes mains, par la transition du chaud au froid rougi d'engelures, lesquelles eussent indiqué des métiers plus terribles appartenant à un garçon. J'appris qu'elles avaient autographié de beaux vers, non publiés, la bouche, aux plis boudeurs et narquois, n'en récita aucun. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Et tout, qu'il faudrait dérouler comme primitivement s'étire un éveil génial en ce chef-d'œuvre, car le bateau ivre était fait à l'époque déjà. Tout ce qui, à peu de là, parerait les mémoires et en surgira tant qu'on dira des vers, ce soir-là se taisait parmi le nouveau venu d'une puberté perverse et superbe. C'était à 17 ans son 4e voyage,
en 1872, effectué ici comme les précédents à pied de l'endroit natal, Charleville dans les Ardennes, vers Paris, fastueusement d'abord, avec la vente de tous les prix de la classe de rhétorique par le collégien. Rappel, hésitation entre la famine, une mère d'origine campagnarde, dont séparé le père, officier en retraite, forain futur, et toujours et irrésistiblement Verlaine. Un va-et-vient résultait, au risque de coucher en partant sur les bateaux à charbon du canal, en revenant de tomber dans un avant-poste de fédérés ou combattants de la commune. Le grand gars, adroitement, se fit passer pour un franc-tireur du parti en détresse et inspira le bon mouvement d'une collecte à son bénéfice. Menu fait quelconque et, du reste, propre à un, ravagé violemment par la littérature, le pire des arrois. Après les lentes heures studieuses au banc, aux bibliothèques, cette fois maître d'une expression certaine, prématurée, intense, l'excitant à des sujets inouïs, en quête aussitôt de sensations neuves, insistait-il, pas connues, et il se flattait de les rencontrer entre le bazar d'illusions des cités vulgaires, mais qui livrent aux démons adolescents un soir quelques visions grandioses et factices, continuées ensuite par la seule ivrognerie. Le prestige de Paris, usé, aussi Verlaine, entre très naissantes contrariétés de ménage et quelque appréhension de poursuite comme fonctionnaire humble de la commune, certes, décidèrent Rimbaud à visiter Londres. Ce couple y mena une orgiaque misère, humant la libre fumée de charbon, ivre de réciprocité, une scène poignante au monde, attendu qu'elle compta pour héros, l'un blessé comme l'autre délirant, deux poètes dans leur farouche mal. Le geste repoussait Verlaine qui tira, égaré, d'un pistolet sur l'indifférent et tomba en larmes au devant. Solitaire, après cette circonstance tragique, on peut dire que rien ne permet de le déchiffrer en sa crise définitive, certes, intéressante, puisqu'il cesse toute littérature. Donc voici la date mystérieuse, pourtant naturelle, si l'on convient que celui qui rejette des rêves par sa faute ou la leur, et s'opère, vivant de la poésie, ultérieurement ne sait trouver que loin, très loin, un état nouveau. L'oubli comprend l'espace du désert ou de la mer. Ainsi les fuites tropicales, moins peut-être quant au merveilleux et au décor. L'adieu total à l'Europe, au climat et usages insupportables, également est ce voyage au Harare, près de l'Abyssinie, théâtrière d'événements militaires, où, comme les sables, s'étend le silence relativement à tout acte de l'exilé. Sur la côte et l'autre bord, à Aden. Le rencontrera-t-on toutefois en ce point extrême? Il trafiqua féeriquement d'objets précieux encore, comme quelqu'un dont les mains ont caressé jadis les pages, ivoire, poudre d'or ou encens, sensible à la qualité rare de sa pacotille, peut-être pas comme entaché d'orientalisme mille et une nuits ou de couleurs locales, mais sensible au paysage, bu avec soif de vastitude et d'indépendance. Et si l'instinct des vers renoncé, tout devient inférieur en s'en passant, vivre du moins, que ce soit virilement, sauvagement. Une nouvelle inopinée,
en 1891 circula par les journaux que celui qui avait été et demeure pour nous un poète, voyageur, débarqué à Marseille avec une fortune et opéré arthritique, venait d'y mourir. Sa bière prit le chemin de Charleville, accueilli dans ce refuge jadis de toute agitation par la piété d'une sœur. Je sais, à tout le moins, la gratuité de se substituer aisément à une conscience, laquelle dut à l'occasion parler haut pour son compte dans les solitudes, ordonner en fragments intelligibles et probables pour la traduire la vie d'autrui et tout juste impertinent. Il ne me reste que de pousser à ses limites ce genre de méfaits. Seulement, je me renseigne. Le sort. Avertissement à l'homme du rôle accompli, trancha ce pied qui se posait sur le sol natal étranger. Où, tout de suite et par surcroît, la fin arrivant, établit entre le patient et diverses voix, lesquelles souvent l'appelèrent, notamment une du grand Verlaine, le mutisme que sont un mur ou le rideau d'hôpital, interdiction que, pour aspirer la surprise de sa renommée et sitôt l'écarter, ou, à l'opposé, s'en défendre et jeter un regard d'envie sur ce passé grandi pendant l'absence, interdiction que lui se retourna à la signification neuve, proférée en la langue de quelques syllabes, Arthur Rimbaud. Cependant, on doit, approfondissant l'hypothèse, pour y rendre la beauté éventuelle, cette carrière hautaine, après tout, et sans compromission, d'anarchiste par l'esprit, présumer que l'intéressé en eût accueilli avec une fière incurie l'aboutissement à la célébrité comme concernant, certes, quelqu'un qui avait été lui, mais ne l'était plus d'aucune façon, à moins que le fantôme impersonnel ne poussât la désinvolture jusqu'à réclamer, traversant Paris, pour les joindre à l'argent rapporté, simplement des droits d'auteur. Arthur Rimbaud n'est pas un poète. Il n'est pas un homme de lettres. C'est un prophète, sur qui l'esprit est tombé, non pas comme sur David, mais comme sur Saül. Telle a été sur lui cette horreur, cette malédiction, à laquelle, comme Jonas, il a essayé d'échapper par le blasphème et par la fuite. Un garçon de 16 ans, le nez encore plein de lait, voilà ce qui lui est arrivé. Nous allons à l'esprit. C'est très certain. C'est oracle, ce que je dis, et ne sachant m'expliquer sans parole païenne, je voudrais me taire. La vérité sortira de la bouche des enfants. Pour la première fois, voici l'enfance qui s'exprime elle-même, humide de nuit et de mystère. Il a plu à la Providence de donner à ce poète de 7 ans les facultés d'expression d'un homme de génie. Voici le blasphème de cet innocent monstrueux, chargé tout à coup d'un message auquel il ne comprend rien. Comment s'étonner qu'il n'ait pas su se l'arracher des entrailles, sans toutes sortes de spasmes, de hoquets, de contorsions et de pleurs. Je voudrais expliquer ce mot de prophète. Il s'agit de toute autre chose que de sainteté ou de vertu. L'Antiquité judaïque, les premiers siècles du christianisme, le paganisme lui-même, avec les Pythies et les Sibylles, ont connu cet esprit de la langue. Cet esprit de prophétie, l'inspiration, n'a jamais à aucun moment cessé de souffler sur l'humanité. C'est lui qui a suscité tant d'artistes, tant de poètes, tant d'initiateurs, de toutes sortes, tant de pousseurs désespérés. Son accent est inimitable. Aucune espèce de talent et d'artifice ne saurait en tenir à la place. Nous le reconnaissons aussitôt au fond de notre cœur. Et cette espèce d'émoi n'est pas explicable de voir un gamin de 18 ans, à peine échappé à l'uniforme des collèges et taché du vin des cavernes.
nous apporter le sanglot le plus déchirant que l'humanité ait entendu depuis les jours d'Éphraïm et de Juda. Le message de la pureté édénique au milieu d'un monde abruti, vautré dans le matérialisme inouï qui d'un coup détruisait l'ancienne prosodie et donnait à l'idiome français, à la langue d'Oyle, un éclat, un timbre, un moelleux, une vibration, une ligne mélodique qu'il n'avait jamais réalisée jusqu'à ce jour. Ce qu'il y a d'étonnant quand on lit les œuvres complètes de l'ange de Charleville, c'est de voir le miracle se réaliser sous nos yeux. Et d'un milieu d'éruptation, de brutalité, de puérilité, d'ébauches informes, de réussites mutilées et vacillantes se dégager peu à peu à travers les illuminations encore trébuchantes. À la fin, dans la saison en enfer, le héros définitif et la note pure du grand Alector, désormais prêt à se taire. L'esprit a passé. L'œuvre est achevée. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. Oui, pour l'atteindre, cette vision élusive, se valait la peine d'engager, seul et toujours à pied, ces courses interminables, à travers l'Ardenne d'abord, à travers la Belgique, à travers le Nord, à travers l'Europe, et le monde, et la mer, et l'Afrique, enfin, sur cette route horrible et calcinée. La grande route par tous les temps, la chasse spirituelle. La nature n'est pas seulement un opéra fabuleux, le répertoire de l'inconnu, l'archive balbutiante d'événements poignants et inestimables. Il s'agit de la surprendre à l'instant voulu, si fragile. Et comme qui dirait en flagrant délit, à cette heure par exemple, où, sortant de la nuit, elle n'a pas encore appris à se défendre contre la brutale inquisition de la lumière. Il s'agit de ne pas effaroucher par un sursaut personnel et lente et profonde confidence de l'ombre qu'elle récupère. C'est ce que certains mystiques japonais appellent le sentiment du « ah ». En anglais, le « ah, awareness ». Alors, ô bonheur, ô joie, j'écartai du ciel l'azur qui est du noir, et je vécus étincelle d'or de la lumière nature, matinée d'ivresse, le bonheur, sa dent douce à la mort m'avertissait du chant du coq, ô Christus venit dans les plus sombres villes. Ô Christus venit, c'est ce mot qui fait la liaison entre les illuminations et la saison en enfer. Nous l'attendions. Et cependant, pauvre enfant, comme il avait fait tout ce qu'il pouvait pour secouer de lui la housse détestable de cette famille piétiste, provinciale et bourgeoise, c'est le temps de la pipe, de la crinière en broussailles, des poux, des bocs au café et de ces blasphèmes pitoyables. Patience. Un petit peu de temps encore et bientôt il aura fait connaissance avec l'enfer. Pour de vrai. Une espèce de femme saoule, une espèce de débile éperdue et tendre avec laquelle il a noué une connaissance supérieure et dégoûtée, l'entraîne dans un vagabondage plein de chaos dont il célébrera bientôt la fin, dans une raclée magistrale. Drôle de ménage. Mais lui n'a jamais cessé d'être absent. Il regarde ailleurs d'un œil bleu. Il est tourmenté à jamais avec la solitude, avec la pauvreté, avec ce devoir farouche d'arrachement à tous les liens par le moyen d'un départ continuel. Car il vaut mieux être mort que d'être semblable à aucun de nous. Nous allons à l'esprit. Par l'esprit, on va à Dieu. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Et cela suffit. Il a fini de parler. On ne confie pas de secret à un cœur décelé. Toute la vie n'est pas de trop pour faire la conquête spirituelle de cet univers, pour épuiser la création, pour savoir quelque chose de ce qu'elle veut dire. 10 duels. Une aventure unique dans l'histoire de l'art, celle d'un enfant trop précocement touché et
impérieusement par l'aile littéraire qui, avant le temps presque d'exister, épousa d'orageuse et magistrale fatalité sans recours à du futur. On s'acharne avec des ricanements sur les péchés de son adolescence, sur une vie privée où on a tant de joie à trouver des tares. Mais qui lui a donné le droit d'être prophète? Doutez, mon cher hôte, que les principaux novateurs maintenant aient à quelque profondeur et par un trait direct subi Arthur Rimbaud. Plutôt qu'un frère, il serait plus juste de dire un père. Je veux dire que Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale. Mais le vrai père de tous les jeunes, c'est Verlaine, le magnifique Verlaine, qui a fait accepter toutes les douleurs avec une telle hauteur et aussi superbe crânerie. Je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait donné une impulsion absolument essentielle. Tout, certes, aurait existé depuis, sans ce passant considérable. Enfin, le cas personnel demeure avec force. Je suis un de ceux qui l'ont cru sur parole, un de ceux qui ont eu confiance en lui. Estimer son plus magique effet produit par opposition d'un monde antérieur au Parnasse, mime au romantisme ou très classique, avec le désordre somptueux d'une passion, on ne saurait dire rien que spirituellement exotique. Arthur Rimbaud fut un mystique à l'état sauvage, une source perdue, qui ressort d'un sol saturé, sa vie un malentendu, jusqu'à ce qu'enfin réduit, la jambe tranchée sur ce lit d'hôpital à Marseille, il sache, nous ne sommes pas au monde. Par l'esprit, on va à Dieu. À quoi bon faire miroiter ces détails jusqu'à les enfiler en sauvage verroterie et composer le collier du roi nègre? Qui a une fois subi l'ensorcellement de Rimbaud est aussi impuissant à le conjurer que celui d'une phrase de Wagner. Éclat, lui, d'un météore, allumé sans motif autre que sa présence, issu seul et s'éteignant. Je crois avoir eu l'intention de vous envoyer une boîte de thé, mais je me rappelle plus si je l'ai mis à exécution. La valise me permettra de réparer cet oubli. Ce fut ma dernière lettre à Mallarmé. Quatrième mouvement, tombeau. 11, le scandale de la vitre. Mallarmé cessa d'avoir pour moi l'importance nourricière qu'il avait pu avoir pour moi autrefois. C'était devenu quelque chose d'assez extérieur. Là, maintenant, Mallarmé était devenu un écrivain, mon Dieu, que j'aimais. Un homme pour qui j'avais toujours eu beaucoup de sympathie, mais enfin, sans importance particulière. On confond trop l'idéal avec le réel. Mon Dieu, si le rêve était ainsi défloré et abaissé, où donc nous sauverions-nous, nous autres malheureux, que la terre dégoûte et qui n'avons que le rêve pour refuge? Oh, abreuve-toi d'idéal. Le bonheur d'ici-bas est ignoble. Il faut avoir les mains bien calleuses pour le ramasser. Dire « je suis heureux », c'est dire « je suis un lâche ». Et plus souvent, je suis un niais. Car il faut ne pas voir au-dessus de ce plafond de bonheur le ciel de l'idéal ou fermer les yeux exprès. J'ai fait sur ces idées un petit poème, Les Fenêtres. Le drame de la vie de Mallarmé est celui de toute la poésie du XIXe siècle, qui, séparée de Dieu, ne trouve plus que l'absence réelle. Elle n'a plus rien à dire. Elle aboutit à ce blanc, à ce vide qu'emplissent mal les énormes émissions gazeuses d'un Hugo, à ce miroir nu aminci jusqu'à la transparence illusoire d'une vitre et qu'elle ne peut rompre. Je me mire et me vois ange, et je meurs, et j'aime que la vitre soit l'art, soit la mysticité à renaître, portant mon rêve en diadème au ciel antérieur où fleurit la beauté. À ce moment, l'art expirant du XIXe siècle n'est plus séparé de l'abîme mystique que par une simple vitre, dont Paris pour toute sa vie a gardé captif ce grand poète. Je suis un désespéré, disait-il à l'un de nous. Mais nous, grâce à Dieu,
nous avons enfoncé cette vitre illusoire. Est-il moyen, ô moi qui connais l'amertume, Est-il permis, mon Dieu, qui voyez l'amertume, d'enfoncer le cristal par le monstre insulté, de briser le cristal par le monde insulté, et de m'enfuir avec mes deux ailes sans plumes, au risque de tomber pendant l'éternité? 12. La catastrophe d'Igitur. Un thème a apparu avec Hamlet. La sympathie avec la nuit, la complaisance au malheur, l'amère communion entre les ténèbres et cette infortune d'être un homme. Il s'est trouvé au XIXe siècle une lignée parfaitement déterminée de 3 poètes, dont la grande nuit métaphysique était le climat spirituel et formait la condition même de leurs paroles. Poe, Baudelaire, Mallarmé. Ces 3 hommes de la nuit ont été éminemment des lucides, des intelligences subtiles et déliées. Chez eux, l'illusion, une fois pour toutes, paralysée en même temps que l'espérance, l'intelligence seule, dans une spéculation désintéressée, conservait une ressource d'évasion. Votre lettre m'a frappé de stupeur, car je voulais être oublié. Mon âme est détruite. Ma pensée a été jusqu'à se penser elle-même. Vous serez terrifié d'apprendre que, pour garder une notion ineffaçable du néant pur, j'ai dû imposer à mon cerveau la sensation du vide absolu. Le miroir qui m'a réfléchi l'être a été le plus souvent l'horreur. Il me reste la délimitation parfaite et le rêve intérieur de 2 livres, à la fois nouveaux et éternels, l'un tout absolu, beauté, l'autre personnel, les allégories somptueuses du néant. Mais dérision et torture de Tantale, l'impuissance de les écrire, d'ici à bien longtemps, si mon cadavre doit ressusciter. Vraiment, quoique l'éternité ait scintillé en moi et dévoré la notion survivante de temps, j'ai bien peur de commencer par où notre pauvre et sacré Baudelaire a fini. Il est remarquable que la carrière de ce prince de la moderne Elseneur ne soit achevée que quand il eut repris et développé le geste suprême d'Igitur. Ce coup de dé jeté dans la nuit, pareil au pari de Pascal, cette magnificence du grand seigneur qui jette sa bourse, cette abdication du mage qui n'attend plus rien de la science et de l'art, cette connaissance que le contingent n'arrivera jamais à faire de l'absolu. Malheureusement, en creusant le verre, j'ai rencontré 2 abîmes qui me désespèrent. L'un est néant, et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me mettre au travail que cette pensée écrasante m'a fait abandonner. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublimes, pour avoir inventé Dieu et notre âme. Je chanterai en désespéré si je vis assez longtemps, car l'autre vide que j'ai trouvé est celui de ma poitrine. Mais j'ai jeté les fondements d'une œuvre magnifique. Tout homme a un secret en lui. Beaucoup meurent sans l'avoir trouvé et ne le trouveront pas, parce que mort, il n'existera plus, ni eux. Je suis mort et ressuscité avec la clé des pierreries de ma dernière cassette spirituelle. À moi maintenant de l'ouvrir en l'absence de toute impression empruntée
et son mystère s'émanera au fort beau ciel. Il me faut 20 ans, pendant lesquels je vais me cloîtrer en moi. Igitour. L'aventure d'Igitour est achevée. Il a passé de la nuit au vide, du noir au blanc. Le meilleur moyen d'exprimer l'absence, c'est encore l'abstention, soit. Mais l'aventure d'Igitour est terminée, et avec elle, celle de tout le 19e siècle. Nous sommes sortis de ce fatal engourdissement, de cette attitude écrasée de l'esprit devant la matière. Le soleil est revenu au ciel, nous avons arraché les rideaux et nous avons envoyé par la fenêtre l'ameublement capitonné, les bibelots de bazar et le pallide buste de Pallas. Nous savons que le monde est en effet un texte, et qu'il nous parle humblement et joyeusement de sa propre absence, mais aussi de la présence éternelle de quelqu'un d'autre, à savoir son créateur. Non pas seulement l'écriture, mais le scripteur. Non pas seulement l'être morte, mais l'esprit vivant. Non pas un grimoire magique, mais le verbe qui, en toutes choses, ont été proférés. Dieu. Je n'ai jamais douté de Dieu. Toute la difficulté pour moi est de savoir comment je m'y adapterai. 13. Le démon de la théorie. Le Mallarmé qui m'avait touché, c'était celui qui avait fait ce vers qui est un des plus beaux de la langue française, adressé à une prostituée. Toi qui, sur le néant, en sais plus que les morts. Mallarmé a beaucoup changé entre ce vers-là et le moment où il est allé à Paris. Il est devenu, somme toute, un technicien, un analyste beaucoup plus qu'un poète. J'extrais ce sonnet d'une étude projetée sur la parole. Je veux dire que le sens, s'il en a un, est évoqué par un mirage interne des mots eux-mêmes. Ces purs ongles, très hauts, dédiant leur onyx, l'angoisse, ce minuit, soutient lampadophore, main, rêve vespéral, brûlé par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences, au salon vide, nul ptix, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx, avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais, proche la croisée au nord, vacante, un or agonise, selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une nyx, elle, défunte nue en le miroir encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe des scintillations, sitôt le septuor. Voilà tout le mobilier étoffé et étouffant de l'ère victorienne. La lampe, la glace, la console, les rideaux, sans oublier le fameux ptix. Tandis que l'inexorable nuit, au dehors, fait de lui pour toujours un homme d'intérieur, le suprême Hamlet, au sommet de sa tour, s'aperçoit qu'il n'est entouré que d'objets dont la fonction est de signifier qu'il est enfermé dans une prison de signes. Voilà, alors en se laissant aller à murmurer plusieurs fois ce poème, on éprouve une sensation assez kabbalistique. C'est confesser qu'il est peu plastique, mais au moins est-ce aussi blanc et noir que possible. Et il me semble se prêter à une eau forte, pleine de rêves et de vide. J'ai pris ce sujet d'un sonnet nul, se réfléchissant de toutes les façons, parce que mon œuvre est si bien préparée et hiérarchisée, représentant comme il le peut l'univers, que je n'aurais su, sans endommager quelqu'une de mes impressions étagées, rien n'enlever. Et aucun sonnet ne s'y rencontre. À partir de ce moment-là,
Mallarmé devient un théoricien, un virtuose, d'ailleurs éblouissant, où ses dons de poète restent intacts. La nuit de Tourmont a marqué, à mon avis, un tournant dans la vie de Mallarmé, qui l'a détourné des recherches spirituelles ou des recherches de langue. Il a pris sa décision à ce moment-là. Il a donné, somme toute, comme il le dit lui-même, l'initiative au mot. Concertez-vous pour m'envoyer le sens réel du mot ptix, ou m'assurer qu'il n'existe dans aucune langue, ce que je préférerais de beaucoup afin de me donner le charme de le créer par la magie de la rime. L'initiative au mot. Paroles extrêmement graves. Si bien que c'est à peu près le seul fruit essentiel que j'ai tiré de ma fréquentation avec Mallarmé, avec cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? Après cette question, tout le profit que je pouvais tirer de la fréquentation de Mallarmé était inutile. J'en avais fini somme toute avec lui. 14. Testament. Je fuis, pâle, défait, hanté par mon linceul, ayant peur de mourir lorsque je couche seul. 9 septembre 1898. Mort de Stéphane Mallarmé. 8 septembre 1898. Recommandation quant à mes papiers. Pour quand le liront mes chéris? Le spasme terrible d'étouffement subi tout à l'heure peut se reproduire au cours de la nuit et avoir raison de moi. Alors, vous ne vous étonnerez pas que je pense à nouveau au monceau demi-séculaire de mes notes, lequel ne vous deviendra qu'un grand embarras, attendu que pas un feuillet n'en peut servir. Moi-même, l'unique, pourrais seul en tirer ce qu'il y a. Je l'eusse fait si les dernières années manquant ne m'avaient trahi. Brûlé, par conséquent. Il n'y a pas là d'héritage littéraire, mes pauvres enfants. Ne soumettez même pas à l'appréciation de quelqu'un ou refusez toute ingérence curieuse ou amicale. Dites qu'on n'y distinguerait rien. C'est vrai, du reste. Et vous, mes pauvres prostrés, les seuls êtres au monde capables à ce point de respecter toute une vie d'artiste sincère, croyez que ce devait être très beau. Le vers pour Mallarmé était le moyen par excellence de faire passer la réalité du domaine du sensible à celui de l'intelligible, du temps à l'éternité. À l'image qui fait dans nos yeux se substituer cette création que nous faisons avec notre souffle, d'imiter la chose en le faisant. À ce point de vue, il se rattache à notre plus pure tradition classique et française, et l'on peut même dire qu'il en est le couronnement. Les vers n'ont aucun sens s'ils ne frappent tout de suite et n'éveillent une divination chez qui les lit. Alors, il ne faut pas les chercher, s'évanouissant de plus en plus. Une école pour l'attention, une classe pour les interprètes. Nous y avons tous passé à notre tour. Hamlet, professeur d'anglais. Un homme dont le gagne-pain était précisément d'interpréter, de traduire et d'expliquer. Et aussi un Parisien ironique et rusé à la Degas, habitué à comprendre et à se faire comprendre à demi-mot. Un professeur d'attention. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait qu'allusion.
Nommer un objet, c'est supprimer les 3/4 de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu, le suggérer. Voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. Il doit y avoir toujours énigme en poésie, et c'est le but de la littérature. Il n'y en a pas d'autre. D'évoquer les objets. Le monde, pour moi, a été extrêmement intéressant. Je cherchais justement à le comprendre. C'est toujours la question dans Tête d'or. Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues. Mallarmé m'a fait faire un pas. Il m'a appris devant les choses inconnues, mais qui ne sont pas des sphinx incapables de répondre, que ces choses inconnues sont parfaitement capables de vous donner une réponse. Mais il faut encore savoir la poser, cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas de doute. C'est certainement cette question-là qui m'a guidé dans toute ma vie et qui m'a placé devant tous les êtres et tous les spectacles que j'ai vus avec la passion de comprendre, d'essayer de comprendre ce que cela veut dire. Les choses ne répondent juste que si on leur pose des questions justes.